Elle pensait être libre, mais son âme pleurait en silence. Chaque matin, elle enfile son armure invisible. Talons hauts pour conquérir le monde. Sourire calculé pour séduire sans paraître vulgaire. Agenda millimétré où chaque minute compte double. Une pour elle, une pour tous les autres. Elle court, elle performe, elle excelle. On l'applaudit, on l'envie. « Tu as tout pour être heureuse », lui répète-t-on. Alors pourquoi cette sensation d'étouffement qui la réveille à 3 heures du matin? Elle est la femme moderne, celle qui peut tout avoir, tout faire, tout être. Libérée des chaînes de ses grands-mères, elle porte maintenant des menottes en platine. Si brillantes qu'elle ne les voit même plus. Si confortables qu'elle a oublié qu'elles sont là. Jung avait compris ce paradoxe cruel. L'individu moderne se croit libre parce qu'il a multiplié ses choix, mais il n'a fait que multiplier ses prisons. Cette femme qui croit choisir sa vie est en réalité choisie par elle. Chaque décision qu'elle prend, carrière, maternité, apparence, est déjà préécrite dans un script qu'elle n'a pas rédigé. Regarde-la dans son bureau vitré, gérant des équipes, signant des contrats. Puissante, dit-on. Mais le soir, quand elle retire ses chaussures, c'est tout son être qui s'effondre. Cette fatigue n'est pas physique, c'est l'épuisement de jouer un rôle 24 heures sur 24. Le rôle de la femme qui a réussi à tout concilier. Sauf qu'on ne conciliait pas des fragments, on se fragmente. Elle a troqué la cuisine pour la salle de réunion, mais les attentes sont restées les mêmes. Être parfaite. Avant, parfaite dans la soumission. Maintenant, parfaite dans l'émancipation. L'oppression a juste changé de costume, elle porte maintenant du Chanel. Cette liberté qu'on lui vend est une liberté de consommation, pas d'être. Libre de choisir entre 1000 nuances de rouge à lèvres, mais pas libre de montrer ses lèvres nues. Libre de grimper les échelons, mais pas libre de dire qu'elle est fatiguée de grimper. Libre d'avoir des enfants ou pas, mais pas libre d'avouer ses regrets, quels qu'ils soient. Le plus cruel dans cette illusion, c'est qu'elle se croit responsable de sa souffrance. Si elle n'est pas heureuse avec tout ce qu'elle a, c'est forcément sa faute. Son manque de gratitude, son incapacité à gérer, sa faiblesse. Jamais on ne lui dit que peut-être, juste peut-être, le problème n'est pas elle, mais le mensonge qu'on lui a vendu. Jung murmurait déjà « La névrose moderne naît de vouloir être ce qu'on n'est pas. » Et elle, que veut-elle être ? Elle ne sait plus. Elle a passé tellement de temps à devenir ce qu'on attendait d'elle qu'elle a oublié qui elle était avant toutes ces attentes. Cette nuit encore, elle se réveillera, le cœur serré, l'angoisse diffuse, sans savoir pourquoi. Son inconscient, lui, sait. Il sait qu'elle vit rêver de quelqu'un d'autre. Il sait que cette liberté est un mirage. Il sait que derrière la femme moderne se cache une prisonnière qui a oublié qu'elle cherchait la sortie. Son corps ne lui appartient plus. Il est devenu un territoire occupé. Il est devenu un territoire occupé. Occupé par les regards qui jaugent, par les normes qui mesurent, par les attentes qui sculptent. Elle passe des heures devant le miroir, non pas par vanité, mais par surveillance. Vérifier que tout est conforme, que rien ne dépasse, que rien ne trahit son âge, sa fatigue, son humanité. Ce corps qu'on lui a dit être le temple de sa liberté est devenu l'autel de son sacrifice quotidien. Crème anti-âge comme prière du matin, régime comme jeûne sacré, sport comme pénitence. Elle ne nourrit plus son corps, elle le discipline, elle ne l'habite plus, elle le gère. Jung observait « Le corps moderne est devenu l'ennemi de l'âme, alors qu'il devrait en être le sanctuaire. Cette femme vit cette guerre civile interne chaque jour. Son corps la trahit quand il vieillit, la punit quand il grossit, l'humilie quand il saigne. Elle a appris à le haïr doucement, poliment, avec des mots comme amélioration et bien-être. Mais ce corps porte les cicatrices invisibles de toutes les violences douces, les heures passées affamées pour rentrer dans la robe, les nuits sans sommeil pour finir le projet et préparer les lunchs des enfants, les sourires forcés quand tout en elle voulait hurler. Le corps n'oublie rien. Il archive tout dans ses tensions, ses douleurs, ses maladies mystérieuses que la médecine ne comprend pas. La maternité a transformé ce champ de bataille en terre brûlée. Ce ventre qui a porté la vie est maintenant jugé sur sa capacité à redevenir plat.
Ces seins qui ont nourri sont évalués sur leur fermeté retrouvée, comme si créer la vie était une parenthèse à effacer au plus vite, comme si les traces de ce miracle étaient des fautes à corriger. Elle court sur le tapis roulant de la salle de sport, métaphore parfaite de sa vie. Beaucoup d'efforts pour rester à la même place. L'illusion du mouvement sans jamais avancer. La sueur comme preuve qu'elle prend soin d'elle, alors qu'elle ne fait que courir après une image impossible. Le paradoxe est total. Plus elle contrôle son corps, moins elle l'habite. Plus elle le perfectionne, moins elle le ressent. Elle peut vous dire ses mensurations au millimètre près, mais elle ne sait plus reconnaître quand il a vraiment faim, vraiment soif, vraiment besoin de repos. Les signaux sont brouillés par des années de « il faut » et « je dois ». La sexualité est devenue une autre performance. Être désirable sans être vulgaire, disponible sans être facile, aventureuse sans être menaçante, son plaisir, optionnel. L'important est qu'elle incarne le fantasme, qu'elle soit la maîtresse et la mère, la vierge et la putain, toujours sur le fil, jamais elle-même. Ce corps qu'elle torture avec amour est le même qui la porte chaque jour, qui respire pour elle quand elle oublie, qui bat pour elle même quand elle voudrait disparaître. Ce corps fidèle qu'elle traite en ennemi est peut-être le seul allié qui lui reste, le seul qui dit la vérité quand tout le reste ment. Jung le savait. Le symptôme corporel est la vérité de l'âme qui cherche à s'exprimer. Ses migraines parlent de pensées insupportables. Son dos douloureux porte des fardeaux invisibles. Son ventre noué garde des mots jamais dits. Si seulement elle écoutait ce corps au lieu de le faire taire, si seulement elle l'honorait au lieu de le punir, peut-être qu'alors la paix pourrait commencer. Elle tient son enfant dans ses bras et ressent le vide, et la culpabilité de ressentir ce vide. On lui avait promis l'extase maternelle, l'amour inconditionnel immédiat, la plénitude absolue. Au lieu de ça, elle découvre l'épuisement qui n'a pas de nom, l'amour mélangé de ressentiment, la joie teintée de deuil, le deuil de celle qu'elle était avant. Mais elle ne peut pas le dire, une mère qui avoue son ambivalence est un monstre. Alors elle sourit, elle poste des photos parfaites sur Instagram. Elle répète « c'est le plus beau jour de ma vie » en espérant qu'à force de le dire, elle finira par le ressentir. Elle joue la mère épanouie pendant que son âme hurle en silence. Jung comprenait cette déchirure. La mère moderne est écartelée entre l'archétype de la grande mère nourricière et l'individu qui veut exister pour elle-même. Cette tension impossible la brise de l'intérieur. Elle ne peut ni abandonner son enfant, ni s'abandonner elle-même. Alors elle fait les deux à moitié et culpabilise pour les deux. Le piège s'est refermé dès la grossesse. Son corps ne lui appartenait déjà plus. Il était devenu propriété publique. Chacun y allait de ses conseils, ses jugements, ses mains sur son ventre sans permission. Elle était devenue un véhicule, un contenant, une fonction. La femme avait disparu derrière la future mère. Puis l'accouchement, cette violence indicible qu'on lui demande d'oublier aussitôt. L'important, c'est que le bébé aille bien, lui répète-t-on, pendant qu'elle saigne, qu'elle souffre, qu'elles sont des morceaux d'elle-même partir avec le placenta. Son trauma, secondaire, sa douleur, anecdotique. Elle a donné la vie, elle devrait être reconnaissante. Et maintenant, elle donne, sans cesse, son lait, son sommeil, son temps, son espace mental, son couple, sa carrière, son corps, son désir, ses rêves. Elle donne jusqu'à être vidée. Mais une mère vide, ça n'existe pas dans les contes de fées modernes. Alors elle fait semblant d'être pleine. Elle puise dans des réserves qui n'existent plus. Le plus cruel, c'est qu'elle s'aime à travers les yeux de son enfant. Si elle échoue à être la mère parfaite, elle échoue à être. Son identité entière est prise en otage par ce petit être qui ne lui a rien demandé. Elle projette sur lui tous ses manques, toutes ses peurs, tous ses espoirs déçus. Il devient son projet de rédemption. Mais l'enfant sent tout. Il absorbe cette anxiété, cette tristesse non dite, cette rage étouffée. Il devient le réceptacle de tout ce qu'elle ne s'autorise pas à vivre. Le cycle continue. Une génération de plus qui portera les blessures muettes de mères qui n'ont pas pu être femmes. Jung le disait, « Ce que nous ne vivons pas consciemment, nous le transmettons comme destin à nos enfants. » Cette mère qui croit protéger son enfant en cachant sa souffrance, lui transmet en réalité le pire des héritages, l'impossibilité d'être authentiquement soi. Elle regarde son enfant dormir et pleure doucement.
des larmes d'amour et de prison mélangées. Elle l'aime, oui, mais elle aimerait aussi s'aimer elle-même. Elle voudrait pouvoir dire « Je suis fatiguée d'être mère » sans que cela signifie « Je n'aime pas mon enfant ». Elle voudrait pouvoir exister dans la nuance, dans la complexité, dans la vérité de ce que c'est qu'être une femme qui est aussi mère, pas mère à la place de femme, les deux, entière. Elle est devenue experte dans l'art de disparaître en restant visible. Chaque jour, elle pratique ce rituel millénaire, s'effacer pour que les autres brillent. Sourire quand elle voudrait pleurer, donner quand elle n'a plus rien, dire oui quand tout son corps crie non. On appelle ça être une femme bien. Elle appelle ça mourir à petit feu. Le sacrifice féminin est tellement glorifié qu'il est devenu invisible, normal, attendu. Elle se lève 1 heure plus tôt pour préparer le petit déjeuner de tous, normal. Elle reste tard au bureau, puis enchaîne avec les devoirs des enfants, normal. Elle annule ses projets pour accompagner sa mère chez le médecin, normal. Sa vie entière est une succession de normales qui l'anéantissent. Jung voyait clair dans ce mécanisme. Le sacrifice qui n'est pas choisi mais imposé par la culture devient poison pour l'âme. Cette femme boit ce poison chaque jour, convainc que c'est de l'amour. Elle confond don de soi et perte de soi. Elle croit que s'oublier est noble alors que c'est juste une forme sophistiquée de suicide. Le plus pervers, c'est que ce sacrifice est célébré. Quelle mère dévouée, quelle épouse parfaite, quelle fille attentionnée. Chaque compliment est un clou de plus dans le cercueil de son identité. Elle devient accro à cette reconnaissance qui valide sa disparition. Plus elle s'efface, plus on l'applaudit. Le piège parfait. Mais son corps, lui, refuse ce sacrifice permanent. Alors il tombe malade. Burn-out, dépression, fibromyalgie, fatigue chronique, tous ces mots modernes qui touchent majoritairement les femmes. Comme si le corps criait ce que la bouche ne peut pas dire. « J'existe, je suis fatiguée, j'ai besoin d'espace, regardez-moi ». Elle avale des antidépresseurs pour continuer à fonctionner, des somnifères pour dormir malgré l'angoisse, des anxiolytiques pour supporter l'insupportable, la pharmacie moderne au service du sacrifice féminin. Tout pour qu'elle puisse continuer à donner, jamais pour qu'elle puisse enfin recevoir. Le sacrifice a contaminé jusqu'à ses plaisirs. Elle ne sait plus ce qu'elle aime vraiment. Ses goûts sont ceux de son mari, ses loisirs sont ceux de ses enfants. Ses vacances sont organisées autour des besoins des autres. Quand on lui demande « Et toi, qu'est-ce que tu veux ?», elle reste muette, pas par timidité, par amnésie. Elle a oublié qu'elle avait le droit de vouloir. Cette religion du sacrifice féminin a ses temples, la cuisine où elle prépare des repas qu'elle n'a plus le temps de savourer, la chambre conjugale où elle simule un désir qu'elle ne ressent plus, le bureau où elle fait le travail de 3 personnes pour le salaire d'1. Partout, elle officie cette messe silencieuse où elle est à la fois la prêtresse et l'offrande. Jung murmurait « Ce qui n'est pas amené à la conscience revient sous forme de destin. Son destin à elle semble écrit, donné jusqu'à ce qu'il ne reste rien. » Mais parfois, la nuit, quand tout le monde dort et qu'elle est enfin seule, une petite voix se fait entendre, une voix qui dit « Et moi ?» Cette voix, c'est son âme qui refuse de mourir. Le jour où elle écoutera cette voix sera le jour où le temple du sacrifice s'écroulera. Ce jour-là, elle découvrira peut-être qu'aimer les autres n'exige pas de se haïr soi-même, que donner n'est beau que quand on a d'abord reçu, que le plus grand cadeau qu'elle puisse faire au monde, c'est d'exister pleinement, pas malgré les autres, avec eux, entière. Elle est devenue un caméléon existentiel, changeant de couleur selon les regards qui se posent sur elle. Au bureau, elle est la guerrière, tailleur impeccable, poignée de main ferme, voix qui ne tremble pas. À la maison, elle redevient la nourricière, tablier par-dessus le tailleur, patience infinie, douceur obligatoire. Au lit, elle se transforme en amante, lingerie qui cache la fatigue, désir qu'elle simule, plaisir qu'elle mime. Dans chaque espace, une version différente. Dans aucun espace, elle-même. Cette fragmentation n'est pas un choix, c'est une survie. Depuis petite, elle a appris à lire les attentes dans les yeux des autres et à s'y conformer. Papa voulait une princesse, maman voulait une aide, les professeurs voulaient une élève sage, les garçons voulaient une fille cool. Elle est devenue tout ça, une collection de masques sans visage en dessous. Jung l'avait prédit.
L'individu qui vit uniquement à travers ses personas finit par perdre contact avec son soi authentique. Cette femme est l'illustration parfaite de cette prophétie. Elle a tellement bien joué ses rôles qu'elle a oublié qu'elle jouait. Les masques ont fusionné avec sa peau. Les retirer serait maintenant s'arracher le visage. Le paradoxe moderne a empiré cette condition. On lui dit d'être authentique tout en lui donnant des modèles impossibles à suivre, soit naturels mais épilés intégralement, soit spontanée mais toujours appropriée, soit forte mais pas castratrice, soit douce mais pas faible, soit toi-même mais seulement si ce toi-même correspond à ce qu'on attend. Les réseaux sociaux ont transformé cette performance en art martial. Chaque photo est une mise en scène, chaque statut est calculé. Elle vend une version d'elle-même qui n'existe que dans les pixels. Hashtag Blessed Life, Working Mom, Living My Best Life. Mensonge en hashtag, prison en filtres Instagram. Mais le plus tragique, c'est qu'elle ne ment pas consciemment. Elle croit vraiment être cette femme accomplie qu'elle projette. La frontière entre le personnage et la personne s'est dissoute. Elle est devenue sa propre fiction. Une histoire qu'elle se raconte pour ne pas affronter le vide en dessous. Ce vide, c'est l'absence de soi. L'espace où aurait dû grandir une identité authentique, nourrie de désirs propres, de choix personnels, de valeurs intimes. Au lieu de ça, un trou béant rempli d'expectations introjectées. Elle est la fille parfaite de quelqu'un, la femme idéale de quelqu'un, la mère modèle de quelqu'un, mais elle n'est personne pour elle-même. Parfois, dans des moments volés, sous la douche, dans la voiture, juste avant de s'endormir, une question terrifiante surgit. Qui suis-je vraiment ? La réponse est un silence assourdissant. Elle peut réciter son CV, ses rôles, ses accomplissements, mais ça, c'est ce qu'elle fait, à ce qu'elle est. Et ce qu'elle est, elle ne sait pas. Elle n'a jamais eu le temps de le découvrir. Jung insistait. Le processus d'individuation exige de distinguer le soi des identifications externes. Mais comment se désidentifier quand ces identifications sont tout ce qui vous maintient debout ? Comment lâcher les béquilles quand on a oublié comment marcher ? Comment enlever le costume quand on croit qu'il est notre peau ? La femme moderne vit cette tragédie. Avoir toutes les libertés théoriques pour être soi-même, mais être tellement colonisée par les attentes qu'elle ne sait plus qui est ce soi-même. Elle est libre de tout choisir, sauf de ne pas choisir. Libre de tout être, sauf d'être rien. Libre de se réaliser, à condition que cette réalisation coche toutes les cases prédéfinies. Cette nuit encore, elle se regardera dans le miroir et verra une étrangère familière. Quelqu'un qu'elle connaît par cœur, mais qu'elle n'a jamais rencontré. Quelqu'un qui lui ressemble, mais qui n'est pas elle. Et elle se demandera, avec une terreur sourde, suis-je en train de vivre ma vie ou celle de quelqu'un d'autre ? L'amour est devenu sa dernière performance, la plus épuisante. Elle scrolle sur les applications de rencontres comme on fait du shopping. Swipe left, swipe right. Évaluer et être évaluée en 3 photos et une bio. Elle s'est transformée en produit sur l'étal du marché affectif. Packaging soigné, marketing étudié, promesse de satisfaction garantie. L'amour n'est plus une rencontre, c'est une transaction. Dans cette économie émotionnelle, elle a appris à calculer sa valeur. Jeunesse, plus 10 points. Beauté, plus 15 points. Carrière, plus 5 points, mais pas trop brillante, moins 10 points. Pas d'enfant, plus 20 points. Enfant d'une précédente union, moins 30 points. Elle fait ses comptes chaque matin dans le miroir, vérifiant sa cote sur le marché. Jung observait avec tristesse. L'amour moderne est devenu un investissement où l'on cherche le meilleur rendement émotionnel. Cette femme investit dans des crèmes pour rester désirable, dans des thérapies pour être équilibrée, dans des cours de tantra pour être meilleure au lit. Elle optimise sa performance amoureuse comme on optimise un portefeuille boursier. Mais l'amour capital exige des sacrifices constants. Elle doit être indépendante, mais pas trop. Avoir besoin de lui, mais pas trop. Être passionnée, mais pas possessive. Disponible, mais pas acquise. Un équilibre impossible qui la laisse perpétuellement en déficit. Jamais assez, toujours trop. Dans son couple, si elle en a un, elle gère l'émotionnel comme une PDG gère une entreprise. Elle anticipe les besoins, prévient les crises, maximise le bien-être conjugal. Elle est devenue experte en intelligence émotionnelle. Comprendre ses humeurs à lui, décoder ses silences, désamorcer ses colères. Pendant ce temps,
qui décode les siennes. Le sexe est devenu un KPI de plus. Fréquence, intensité, créativité, tout est mesuré, comparé, optimisé. Elle lit des articles sur « Comment raviver la flamme » et « 10 positions pour le rendre fou ». Elle performe l'orgasme comme elle performe tout le reste. Le plaisir, secondaire. L'important est qu'il soit satisfait, que le couple fonctionne bien. Cette marchandisation de l'amour l'a vidé de sa substance sacrée. Plus de mystère, plus de grâce, plus de cette folie douce qui fait trembler. Juste des algorithmes de compatibilité et des stratégies de rétention. Elle ne tombe plus amoureuse, elle fait des choix raisonnables basés sur des critères objectifs. Mais son cœur, lui, se souvient d'autre chose, d'un temps mythique où aimer n'était pas un projet mais un élan, où le désir n'était pas une performance mais une pulsion, où la vulnérabilité n'était pas un risque mais un cadeau. Ce souvenir la hante comme un paradis perdu. Le plus cruel, c'est qu'elle a tout pour être heureuse dans sa relation. Il est gentil, stable, présent. Il coche toutes les cases. Mais c'est justement ça le problème. L'amour ne devrait pas être une liste de cases à cocher. Il devrait être ce feu qui consume les listes, cette force qui détruit les plans, ce chaos sacré qui révèle qui on est vraiment. Jung le savait, l'amour authentique est une rencontre avec l'autre qui nous révèle à nous-mêmes. Mais comment rencontrer l'autre quand on n'a jamais rencontré soi? Comment s'abandonner quand on n'a rien à abandonner parce qu'on n'a jamais vraiment existé? Comment aimer quand on n'est qu'une construction sociale ambulante? Alors, elle fait semblant. Elle joue à l'amoureuse comme elle joue tous ses autres rôles. Elle dit « je t'aime » comme on signe un contrat. Elle fait l'amour comme on honore une clause. Elle construit une vie à deux comme on monte une entreprise. Efficace, fonctionnelle, mort. Cette nuit, allongée à côté de lui, elle sentira ce gouffre familier, cette distance infranchissable malgré les corps proches, cette solitude à deux plus terrible que toute solitude en solo. Et elle se demandera « est-ce ça l'amour ?» sans savoir que la vraie question est « qui suis-je pour pouvoir aimer ?» 3h17 du matin. Elle est réveillée. Encore. Le cœur qui cogne, la gorge serrée, cette angoisse familière qui l'étreint. Elle ne sait pas pourquoi elle se réveille toujours à cette heure-là. Cette heure où les masques tombent, où les défenses dorment, où la vérité sort de sa cachette. Cette heure où son âme hurle ce que sa bouche tait le jour. Je n'en peux plus. Elle se lève doucement pour ne pas le réveiller, se glisse dans la salle de bain, s'observe dans le miroir. Ses cernes qui racontent ses nuits blanches, ses rides qui cartographient ses sourires forcés, ce regard vide qui ne trompe plus personne, sauf elle-même le jour. La nuit, elle sait qu'elle est en train de mourir de l'intérieur. Jung appelait cela la nuit obscure de l'âme, ce moment où toutes les illusions s'effondrent et où l'être se retrouve face au vide de son existence inauthentique. Cette femme vit cette nuit chaque nuit, mais elle n'ose pas la traverser. Elle prend un somnifère et retourne se coucher. Demain, elle remettra le masque. Mais les symptômes s'accumulent. Crise d'angoisse dans les supermarchés, pleurs incontrôlables sous la douche, rage sourde contre ses enfants pour des broutilles, fantasmes de disparition, partir, tout quitter, recommencer ailleurs, devenir quelqu'un d'autre ou juste cesser d'être. Son corps crie ce que sa conscience refuse d'entendre, maux de ventre chroniques, toutes ces émotions non digérées, tension dans la nuque, tout ce poids qu'elle porte, serrement de poitrine, tout cet amour qu'elle ne se donne pas. Le corps sait, le corps n'oublie pas, le corps ne ment pas. Elle a tout essayé pour faire taire cette souffrance. Yoga, méditation, développement personnel, coaching. Mais c'est comme mettre du maquillage sur une blessure ouverte. Ça cache, mais ça ne guérit pas. Au contraire, ça empire. Parce qu'en plus de souffrir, elle culpabilise de ne pas arriver à positiver. Le pire, c'est cette impression d'être folle. Tout le monde la trouve formidable, tout le monde l'envie. Tu as une belle vie, lui répète-t-on. Alors pourquoi cette envie de hurler? Pourquoi cette sensation d'étouffer dans sa propre existence? Est-elle ingrate, dépressive, hormonale? Les étiquettes pleuvent, mais aucune ne colle vraiment. Jung savait, la souffrance psychique est le prix de l'inauthenticité. Cette femme paie ce prix chaque jour avec des intérêts composés. Plus elle fait semblant, plus la facture augmente. Plus elle sourit, plus son âme pleure. Plus elle performe,
plus son essence s'étiole. Mais cette nuit de l'âme, aussi terrible soit-elle, porte en elle la promesse de l'aube, car c'est quand on touche le fond qu'on peut enfin remonter. C'est quand l'illusion devient insoutenable qu'on ose enfin la vérité. C'est quand mourir en continuant devient plus effrayant que le risque de vivre autrement. Certaines nuits, comme celle-ci, elle sent quelque chose bouger en elle, comme une graine sous la terre gelée, comme un premier craquement dans la glace, quelque chose qui refuse de mourir, quelque chose qui veut naître, quelque chose qui murmure « il y a une autre façon d'être ». Elle retourne se coucher. Demain sera un jour comme les autres. Ou peut-être pas. Peut-être que demain, pour la première fois, quand on lui demandera « Comment vas-tu ?», elle osera répondre la vérité. Peut-être que ce simple « mal, je vais mal » sera le début de sa résurrection. Peut-être que cette nuit obscure est en fait l'obscurité juste avant l'aube. Un matin, elle n'a pas remis le masque. Elle ne sait pas pourquoi, ce matin-là plutôt qu'un autre. Juste qu'elle n'a pas pu. Elle a regardé son reflet et, pour la première fois depuis des années, elle a vu quelqu'un. Pas la mère parfaite, pas l'épouse dévouée, pas la professionnelle accomplie. Juste elle. Fatiguée, vraie, vivante, effrayante de simplicité, belle de vérité. Elle a pleuré. Des larmes ni de tristesse ni de joie, des larmes de reconnaissance. Te voilà enfin. Ce jour-là, elle a dit non. Un petit non d'abord. Non au déjeuner avec les collègues où elle sourit sans arrêt. Puis un non plus grand. Non au énième week-end chez la belle famille. Puis un non monumental. Non à continuer de faire semblant que tout va bien. Les noms ont coulé d'elle comme une rivière trop longtemps endiguée. Jung l'avait prévu. L'individuation commence quand on ose décevoir les attentes des autres pour honorer sa vérité intérieure. Cette femme découvre que décevoir n'est pas mourir, que dire non n'est pas trahir, que poser ses limites n'est pas égoïste, c'est vital. Les réactions ne se sont pas faites attendre. Tu as changé, tu n'es plus toi-même, c'est la crise de la quarantaine. Ils ont raison, elle a changé. Elle n'est plus elle-même, cette construction sociale qu'ils appelaient par son prénom. Elle devient enfin elle. Et oui, c'est une crise, la plus belle, celle où le faux meurt pour que le vrai naisse. Elle a commencé par des choses simples, dormir quand elle a sommeil, pas quand c'est l'heure, manger ce dont elle a envie, pas ce qui est raisonnable, porter ce qui lui plaît, pas ce qui l'avantage. Des micro-révolutions qui ont l'air de rien, mais qui changent tout. Chaque choix authentique est une pierre posée sur le chemin du retour vers soi. Le plus surprenant, c'est ce qui arrive à son corps. Libéré de la tyrannie des normes, il commence à lui parler autrement. Plus de douleurs mystérieuses, plus d'insomnie torturante. Comme si, enfin écouté, il n'avait plus besoin de crier. Elle découvre le plaisir simple d'habiter sa peau, d'être chez soi dans sa chair. Ses relations se transforment. Certaines meurent, celles qui n'existaient que par et pour les masques. D'autres naissent, vraies, crues, vivantes. Elle découvre qu'être aimée pour qui on est vaut 1000 fois plus qu'être admirée pour qui on paraît. Que la vulnérabilité attire plus sûrement l'amour que la perfection. Avec ses enfants, le miracle opère. En arrêtant d'être la mère parfaite, elle devient une mère réelle. Imparfaite, fatiguée parfois, mais présente, vraiment présente. Ses enfants la voient pleurer et apprennent que les adultes aussi ont mal. La voient rire vraiment et comprennent la joie. La voient être et reçoivent la permission d'être eux aussi. Jung murmurait « Le privilège d'une vie est de devenir qui vous êtes vraiment ». Cette femme découvre ce privilège, non pas comme un luxe, mais comme une nécessité. Non pas comme un but lointain, mais comme un choix quotidien. Être soi n'est pas une destination, c'est une pratique, un art, une prière silencieuse. Elle sait que la route est longue, que les vieux réflexes reviendront, que la tentation du masque ressurgira. Mais quelque chose a changé irréversiblement. Elle a goûté à sa propre vérité. Et ce goût-là, une fois connu, rend tout le reste fade. Ce soir, elle se couchera peut-être encore avec des questions, mais plus avec ce vide béant. Ce soir, elle fermera les yeux en sachant qu'elle existe. Pas parfaitement, pas complètement, mais authentiquement. Et c'est le début de tout.
la femme moderne découvre enfin le secret le mieux gardé. La liberté n'est pas de pouvoir tout faire. La liberté, c'est d'oser être. Simplement, douloureusement, magnifiquement être.